Je laisse donc la parole au délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Jean-Claude Casanova, pour son discours intitulé « Nécessité et responsabilité ». Hérodote dit « Nul homme sensé ne peut préférer la guerre à la paix, puisque à la guerre, ce sont les pères qui enterrent leurs fils, alors qu'en temps de paix, ce sont les fils qui enterrent leurs pères. » De juin à août 1914, il n'y eut en Europe que peu d'hommes sensés, moins encore parmi ceux qui dirigeaient les nations européennes. Quelles furent les conséquences des décisions prises par ceux qui préférèrent la guerre à la paix? Pertes au combat, 9 700 000 tués, 21 millions de blessés. Parmi les civils, 6 800 000 victimes, dont 950 000 tués. La révolution bolchevique, la fin de l'Empire austro-hongrois, le démembrement de l'Empire ottoman et le massacre des Arméniens, les révolutions fascistes et nationales-socialistes. La Seconde Guerre mondiale découle de la Première. Elles forment ensemble une guerre de 30 ans et la dernière amplifie à un point jamais imaginé la tuerie massive des combattants et les bombardements meurtriers des villes. Elle y ajoute le génocide organisé des Juifs. Les drames, les horreurs du XXe siècle naissent de ce moment décisif dont personne n'avait voulu ni prévu les conséquences. Nul ne devrait en parler en se défaisant du respect dû à toutes les victimes et de la piété envers celles dont celui qui parle est proche. Devant l'immensité des témoignages et des travaux historiques, devant les difficultés d'interprétation qu'ils soulèvent, celui qui a consacré peu de sa vie à l'étude de la Première Guerre mondiale sans être historien de métier, celui qui veut tirer quelques leçons de cette date tragique et fondatrice, se bornera à des commentaires autour de deux questions. La guerre était-elle inévitable? Quels en furent les responsables? Pour savoir si la guerre était inévitable, distinguons la situation des puissances et les événements qui précipitèrent le conflit. À la fin du XIXe siècle, l'Europe connaît deux antagonismes. D'un côté, la France face à l'Angleterre. Pour Fachoda, elles ont risqué le pire. De l'autre, l'Angleterre et la Russie, qui s'affrontent en Orient. En Europe centrale, la fin du traité de réassurance liant les empires russes, autrichiens et allemands va renforcer l'alliance germano-autrichienne et susciter l'inquiétude de la Russie, ce qui nourra l'alliance franco-russe, alliance fatale, soulignera Georges Kennan. Avec le XXe siècle, la scène change. France et Angleterre se trouvent dans le même camp. L'Angleterre a hésité entre l'alliance teutonique, celle des grands industriels, Angleterre, États-Unis, Allemagne, et l'entente cordiale. Elle a choisi la seconde. L'Allemagne, au lieu d'un allié, est devenue une menace qui l'inquiète par sa politique mondiale et par ses navires. Deux colosses puissants et remuants, Russie et Allemagne, désormais face à face, s'effraient et s'affrontent. Salisbury avait raison de regretter l'extraordinaire perspicacité du vieux Bismarck. L'Allemagne se trouve placée entre deux ennemis potentiels. Est-ce le fruit de la rivalité naturelle des puissances, l'achèvement triomphal de la politique de Delcassé, le résultat de l'incapacité diplomatique de l'Allemagne qui s'isole quand il faudrait s'allier, l'expression de la volonté russe de revenir vers les détroits et vers Constantinople? Peu importe pour notre propos. Dans cette situation, Henry Kissinger pense que la meilleure politique, la politique raisonnable pour tous, consistait à attendre, à éviter toute décision, tout froissement qui mènerait à une conflagration. Ni la situation des Balkans, ni l'espoir français de récupérer l'Alsace-Lorraine n'imposaient la guerre. L'Angleterre souhaitait le statu quo pour les détroits. L'Autriche-Hongrie était devenue une puissance conservatrice. Autrement dit, si cette situation internationale, confortant deux sortes d'alliances, rendait la guerre possible ou probable, elle ne la rendait pas certaine. On devait donc, si l'on voulait la paix, pratiquer la modération. Ce fut le cas pour la crise bosniaque de 1908, pour la crise marocaine de 1911, ce qui prouve qu'on savait éviter la guerre. Ce ne fut pas le cas en 1914. La guerre résulta, dirait Moiron, d'un raté diplomatique autour de trois événements. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'ultimatum autrichien du 23 juillet et la mobilisation russe du 30. Événements contingents qui auraient pu ne pas se produire. Sans eux, la guerre n'aurait pas éclaté. Elle naquit à la fois d'une situation donnée et d'événements qui entraînèrent des décisions dont l'enchaînement conduisait à l'explosion. L'idée que la guerre pouvait naître d'une étincelle survenant dans les Balkans était commune, ce qui ne signifie pas que l'étincelle était nécessaire, ni si elle survenait, qu'elle mettrait le feu aux poudres. L'assassinat doit entraîner une réplique de l'Autriche.
Il ne fait plus de doute aujourd'hui que les autorités serbes ont inspiré le crime. Même légitime, l'ultimatum autrichien défie la Russie, qui y trouvera une offense ou un prétexte, ou les deux. Rend-il la guerre inévitable? Cela dépend de la réponse russe. En soutenant Vienne, l'Allemagne n'a pas décidé de la guerre, mais l'a acceptée. En fait, ni l'Autriche, ni la Russie, ni l'Allemagne n'ont une volonté absolue de paix, seulement une volonté conditionnelle. L'Autriche et l'Allemagne se contenteraient d'une guerre localisée, mais le système d'alliance la rendait peu probable. À partir du moment où la Russie mobilisait, du fait des configurations militaires de l'époque, elle entrait en guerre et nous avec. Nous avons d'un côté une situation claire et de l'autre le brouillard des événements. Brouillard dont il est difficile de sortir parce que l'on ne connaît jamais avec certitude les intentions des acteurs, pas plus qu'on ne mesure les conséquences de tel acte comparé à tel autre qui aurait pu se produire. Évidemment, on peut reconstruire l'histoire par expérience mentale, mais on n'obtiendra pas de meilleure réponse que celle qu'a donnée Raymond Aron. Aucun gouvernement n'a eu la volonté claire et résolue de la guerre générale. Aucun n'en rejetait l'éventualité. Les premières initiatives ont été prises par le gouvernement de Vienne, qui avait reçu de Berlin une promesse de soutien. On discutera sur la légitimité des demandes autrichiennes, sur la précipitation des répliques de Saint-Pétersbourg et de Paris, sur les hésitations de Londres. Discuter, c'est la tâche difficile des historiens devant la trame incertaine de l'histoire humaine. Nous devons admettre que la guerre s'est déclenchée dans une situation donnée qui la rendait possible ou probable à la suite d'incidents singuliers et non nécessaires. Pour qu'elle n'éclate pas, il aurait fallu que l'Allemagne modère l'Autriche, que la France modère la Russie, que l'Angleterre dissuade l'Allemagne. Le voulurent-elles, le pouvaient-elles, le tentèrent-elles, le firent-elles? Là est le mystère opaque et controversé de cette guerre. On peut ajouter qu'il existe une grande différence entre la guerre de 14 et celle qui naît en 38-39. La nature d'Hitler et son régime, sauf dans l'hypothèse de sa chute, rendait la guerre inévitable. Elle aurait pu commencer à l'Est et non à l'Ouest, elle se serait généralisée tout autant. En revanche, on ne peut pas affirmer que celle de 14 se serait produite nécessairement avec une autre chaîne d'incidents que ceux de juillet 14 dans une situation historique équivalente. Les crises antérieures dans les Balkans ou ailleurs n'avaient pas entraîné la guerre, la crise spécifique de 1914 l'a provoquée. Nous pouvons imaginer d'autres conjonctures qui feront apparaître des issues équivalentes ou non. Comme on l'a remarqué profondément, l'événement a eu lieu est incontestable. Le jugement, il a été l'effet adéquat de telle conjoncture, n'est pas incontestable. En effet, les jugements hypothétiques sur le passé sont de même nature que les prévisions. Les prévisions sont incertaines, comme sont incertaines dans leurs conséquences les décisions des hommes d'État. Tout passé a été un présent. Quand nous reconstituons des passés hypothétiques, nous reconstituons des présents incertains. C'est ce que ne font pas ceux qui, par des causalités générales, le capitalisme impérialiste ou libriste d'un peuple, expliquent que la guerre de 14 était inévitable, soit par nécessité historique, soit parce que tous les autres incidents possibles y auraient conduit. Ils se trompent et ils exonèrent de leurs responsabilités ceux qui ont préféré la guerre à la paix. On trouve cette erreur chez ceux qui veulent donner à l'histoire une perspective continue. Deux exemples. D'abord, l'historien britannique J.P. Taylor sur le sens de l'histoire allemande. Que dit-il en substance? L'Allemagne, au cœur du continent, son unité acquise, veut dominer l'Europe. En France, il existe un parti pacifiste, celui de Ferry, Caillot, Briand et Georges Bonnet. Il est arrangeant face à l'Allemagne, mais en se coupant de l'Angleterre et de la Russie, il lui accorde la maîtrise de l'Europe. L'autre parti, celui de Clémenceau, Poincaré, Reynaud, accepte la guerre. L'équilibre du continent européen, dit Taylor, n'est et ne demeure possible qu'au seul prix de l'hégémonie allemande. Ce prix, la France refusa de le payer, quoi qu'il lui en coûtât à elle-même. La décision française sauva l'Europe de la domination allemande. Ce fut le dernier grand service que la France rendit à la civilisation avant de cesser sa courbe de grande puissance. Autrement dit, le parti belliciste, en choisissant de 1914 à 1944 l'alliance russe, s'inscrivait dans la tradition d'opposition à toute domination du continent. Vision symétrique et contraire chez Jaurès, pour qui des traités de Westphalie à 1914, il y a de la part de la France comme une incompréhension fautive à l'égard du processus d'unification, de développement, de renforcement de l'Allemagne. Je le cite. Il y a dans la pensée française à l'égard de l'Allemagne incertitude, ambiguïté, contradiction. Maintenir la nationalité allemande à l'état de dispersion,
c'était pour la France révolutionnaire refouler la révolution elle-même, qu'il était malaisé de renoncer à être la grande nation pour n'être plus qu'une grande nation. Il fallait, par un prodigieux effort de conscience, dominer toute sa tradition, toute son histoire, toute sa gloire. C'est ici que se noue le terrible drame de 1870. Quelle devait être devant cette entreprise de la Prusse préparant l'unité allemande l'attitude de la France? Son devoir absolu était de respecter la liberté de ce mouvement et même de l'encourager, sinon par une coopération efficace, au moins par une sincère et visible sympathie. Pourquoi? C'est d'abord que la France était tenue à réparer envers l'Allemagne les violences, les crimes, les abus, les pouvoirs du passé. Longtemps, elle avait abusé de sa force pour tenir l'Allemagne en sujétion par le morcellement systématique de ses forces. Au traité de Westphalie, elle l'avait réduite en une poussière d'État, et dans cette poussière, elle avait marqué sans cesse l'empreinte de son pied. Despotisme de Louis XIV, despotisme de la Révolution, despotisme de Napoléon, l'Allemagne avait tout subi, puisque maintenant une chance s'offrait à elle de se constituer et de devenir une nation. La France ne pouvait, sans une atteinte contre le droit, lui dérober cette chance, et une fois de plus faire avorter son espoir. Ce fut le crime d'une nation contre une autre. Visions méta-historiques qui ont pour avantage de donner à l'histoire un fil continu et nécessaire. Taylor dessine une continuité menaçante de Bismarck à Hitler. Pour Jaurès, disciple de Hegel, il y a un mouvement historique, celui de l'esprit, s'incarnant dans la réforme, l'idéalisme et le socialisme, à l'avant-garde duquel se tient l'Allemagne. La sainte politique était celle qui ménageait à l'Allemagne sa place grandissante en Europe continentale. Dans l'hypothèse de Taylor, on accepte la guerre, celle de 1870 comme celle de 1914. Dans l'hypothèse de Jaurès, on la refuse dans l'un et l'autre cas. Il ne faut pas s'étonner que 3 heures avant sa mort, s'adressant au jeune secrétaire d'État Abel Ferry, Jaurès s'exclame « Vous êtes victime d'Izvolsky et d'une intrigue russe. Je vous dénoncerai, ajoute-t-il, ministres à la tête légère. » Nous sommes revenus à la singularité de l'événement, à l'importance de la décision et à la responsabilité des dirigeants. Les hommes d'aujourd'hui ne doivent se donner ni l'illusion rétrospective de la nécessité historique, ceux qui nous précèdent étaient libres comme nous le sommes, ni se donner le sentiment de supériorité qu'appelle la connaissance de la suite des événements. C'est aussi une illusion que de croire les contemporains supérieurs à ceux qui les précèdent. À chaque époque, les hommes politiques ont l'occasion d'échouer ou de réussir. À chaque époque, nous conservons le droit de les blâmer ou de les approuver, à condition de s'astreindre à les comprendre. Qui est responsable? Quel pays? Quels hommes? En 1918, la catastrophe paraît telle que le traité de Versailles, écrit par les vainqueurs, n'hésite pas, article 231, l'Allemagne et ses alliés sont responsables de toutes les pertes et de tous les dommages de la guerre imposés par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. On a ergoté. Il ne s'agirait que de la responsabilité des dommages. Pourtant, tout le monde a compris le traité de cette façon, l'Allemagne seule coupable. Formulation regrettable qui a alimenté le nationalisme et l'esprit de revanche en Allemagne. Mensonge auquel il n'était pas nécessaire de donner la solennité d'un traité. D'ailleurs, les hommes politiques ne se cachaient pas pour distribuer différemment les responsabilités. Ainsi, Lloyd George confie en janvier 1918 au directeur du Manchester Guardian, Edward Grey est l'un des 2 principaux responsables de la guerre. Il ne désigne pas le second. Sazonov, le ministre russe, dit la même chose, mais après la guerre. Joseph Caillot, lui, désigne Poincaré comme le principal coupable. Il ajoute que si la campagne de presse menée par le Parti nationaliste n'avait pas empêché le gouvernement qui l'aurait conduit avec le soutien de Jaurès après les élections de mars 1914 favorables à la gauche, Jaurès et lui auraient évité la guerre. En France, le jeune Alfred Fabrelus, en 1924, fut le premier à renverser la thèse officielle à la grande fureur de Poincaré et de l'Action française. Il écrivit « L'Allemagne et l'Autriche ont fait les gestes qui rendaient la guerre possible. La triple entente a fait ceux qui la rendaient certaine. » Puis divers historiens ont montré que le problème des responsabilités était plus complexe que le disaient les hommes politiques. Ils s'étaient trompés quand, selon l'excellente formule du Kronprinz, ils avaient fait l'honneur aux dirigeants allemands de croire plus en leur bellicisme qu'en leur impéritie. On a donc redistribué les responsabilités et l'on est passé de la thèse du traité de Versailles à celle de la pluralité des responsabilités, thèse qui n'épargne désormais aucun pays. Les historiens ont trouvé dans les archives et dans leurs interprétations des intentions de quoi dénoncer leur propre pays ou leurs voisins, ce qui satisfait des opinions promptes désormais à flétrir les guerres et les élites dirigeantes et plus éloignées que jamais des passions guerrières. Plaisante opinion que la chronologie fait varier.
Vérité en deçà d'une date, autre vérité en delà. De 1924 à 1929, on glorifie Poincaré contre Fabrelus. En 1933, Jules Isaac adopte une position intermédiaire entre celle d'Alfred Fabrelus et celle de Pierre Renouvin, et la thèse de Poincaré résiste de plus en plus mal. Mais on hésite à adopter les propositions d'Isaac. À ses yeux, le thème de la responsabilité unilatérale, qu'il s'agisse de la triple entente, du coup franco-russe ou des empires centraux, est insoutenable. Il faut consentir à un partage, peut-être un partage inégal des responsabilités. La France d'aujourd'hui salue avec enthousiasme les livres de Margaret Macmillan et de Christopher Clark, qui défendent des thèses guère éloignées de celles de Fabrelus, autrefois ostracisées. Et ce sont des thèses contraires à celles qui triomphaient dans la France meurtrie de Poincaré et de Clémenceau au cours des années 1920 et 1930. Concluons sur la leçon à tirer de ce drame de 1914. Il résulte d'une double rupture. L'Europe, disait Voltaire, diffère du reste de l'univers. Partagée en plusieurs États ayant les mêmes principes de droit public et de politique, principes inconnus dans les autres parties du monde, les nations européennes s'accordent surtout dans la sage politique de tenir entre elles, autant qu'elles peuvent, une balance égale de pouvoir, employant sans cesse les négociations, même au milieu de la guerre. L'Europe, par les guerres hyperboliques du XXe siècle, a rompu avec ses propres principes, avec l'idée de mesure, avec l'idée selon laquelle la guerre elle-même doit connaître des limites. Mais de ce désastre peut naître une autre rupture, bénéfique cette fois, ce que sollicite toute la philosophie. L'Europe est invitée à en finir avec l'idée de souveraineté, selon laquelle il n'y a ni autorité ni loi au-dessus de la nation souveraine. Pour résoudre le dilemme posé par la pluralité des nations composant une même société, il faut bien aborder cette question. Quand des litiges, des conflits naissent, pour y remédier, il faut ou bien trouver un juge, une puissance supérieure aux protagonistes, ou bien s'en remettre à la force et renoncer à la justice. Entre les hommes, la solution est le gouvernement civil. Entre les nations, on ne conçoit que 3 solutions, l'empire, l'équilibre ou la fédération. Une nation supérieure, puissante, capable, régente les autres. On a l'empire. Reste à espérer qu'il fasse régner la paix et le droit, c'est ce que souhaitait Dante. Ou bien encore, si les nations restent souveraines, en tâtonnant avec des hauts et des bas, par l'équilibre, par la balance, par la raison, on peut chercher à maintenir l'ordre pacifique. Il en a été ainsi de la paix de Westphalie à la guerre de 14. Ou bien enfin, cette instance supérieure née de la fédération, qui par accord réciproque soumet les souverainetés nationales à une souveraineté supérieure et partagée, laissant à chacun une liberté limitée qui assure la paix. L'empire peut s'épanouir dans la fusion des nationalités ou se flétrir dans l'oppression. L'équilibre est fragile, la balance difficile à tenir, oscille dangereusement à l'ère des masses urbanisées, des échanges multipliés, des techniques changeantes et des armes de destruction massive. En Europe, l'équilibre a tragiquement échoué de 1914 à 1944. Cette funèbre leçon de terreur jette l'opprobre sur l'idée de souveraineté absolue et le doute sur l'idée de balance. L'Europe des nations libres a vécu plus d'un demi-siècle, longtemps protégée par l'Empire américain. Elle bénéficie désormais de la paix et du doux commerce. Il lui reste maintenant, qu'elle est composée uniquement de républiques, au sens kantien, à faire un pas de plus pour accomplir justement le rêve de Kant, celui de cette idée de fédération qui doit progressivement s'étendre à tous les États et ainsi conduire à la paix perpétuelle, au moins entre nous, Européens.